Donc, je suis anthropologue, je ne suis pas du tout une technicienne, hein, donc je ne vais pas du tout vous parler de comment on fait des robots ou de comment on fait de l'intelligence artificielle. Moi, mon intérêt, c'est vraiment de comprendre quel type de société nous sommes en train de construire à travers la digitalisation qui est transversale au fond, et qui finit par toucher l'humain aussi, dont on peut aussi dire d'une certaine manière qu'il se digitalise. Alors, vous m'avez effectivement dit tout à l'heure, vous ne faites pas les technologies, vous vous préoccupez de leur impact. Moi, j'aime pas du tout le mot impact, je dois dire. Parce que, moi, quand on me dit impact, je pense à une météorite. Vous savez, la météorite, tout à coup, elle tombe là où on l'a pas demandé. Elle arrive dans votre jardin. Ah, il y a un gros trou dans votre jardin. Oui, il y a un impact. Mais voilà, c'est le hasard. Cette météorite est tombée là par hasard. Et quand on parle d'évaluer l'impact des technologies, on se comporte un petit peu comme si elles étaient là, comme si c'est évident qu'elles sont là et on n'a plus qu'à analyser l'impact. Alors que l'anthropologue, je dirais du coup, c'est le rôle des éthiciens ou de ceux qui font de la sociologie des usages que de se préoccuper de l'impact en tant que tel. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'essayer de remonter en amont de l'objet technique, c'est-à-dire de voir, en l'occurrence, le robot. Alors bien sûr qu'une fois que les robots font partie de notre société, il y a des conséquences et il faut les évaluer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi notre société en arrive-t-elle à produire autant de robots, autant de technologies? Pourquoi est-ce que toute notre société est actuellement construite autour d'un squelette qui est un squelette technologique, hein? On a une société complètement technocentré. Et donc, pour moi, le robot, il m'intéresse parce qu'il me dit quelque chose sur l'humain. Hein, ce qu'on essaye de donner finalement au robot nous dit quelque chose sur notre représentation. Et alors, j'ai peu de temps à disposition, mais je vais essayer quand même de vous montrer ce qui, pour moi, constitue les deux volets indissociables d'une analyse autour de ces thématiques. C'est d'un côté tous ces robots qui sont à mes yeux des machines qu'on humanise, auxquelles on délègue des aptitudes humaines. Et je pense que pour bien comprendre tous les enjeux, il faut aussi retourner la pièce de monnaie et voir le revers et voir l'humain qu'on machinise. Donc, alors pour entrer plus dans le vif du sujet, un robot, c'est quoi un robot? Tout le monde, je pense qu'on ne va pas s'amuser à faire des définitions. Tout le monde sait ce qu'est un robot, donc terme qui est apparu en 1920 sous la plume d'un écrivain dans une pièce de théâtre futuriste. Et donc, ça vient de robota, qui est la corvée. D'où, pourquoi est-ce que je vous dis ça en montrant cette image-là? Parce que si je dis simplement, pour moi, un robot, c'est une machine à laquelle on délègue des choses qui jusque-là étaient faites par des humains. Alors, on a bien sûr tout ce qui concerne la robotique à laquelle on a délégué notre force motrice. Hein. Là, j'ai pris une image qu'on voit très mal d'ailleurs, mais d'une chaîne de montage de voitures, un robot aspirateur, un robot ménager. Enfin, toutes ces machines auxquelles on a simplement délégué notre force physique. Mais il ne faut pas oublier que dans ces machines-là, il y a quand même déjà quelque chose qui relève de l'intelligence artificielle, même si, je veux dire, du point de vue de ce que cherche l'humain avec ces machines-là, il ne cherche pas à créer une intelligence, il cherche juste à avoir des machines qui vont faire les tâches ennuyeuses à sa place. Par contre, dans le fonctionnement même, il y a des algorithmes, il y a de l'informatique, et tout ce qui relève un peu de l'intelligence artificielle y est déjà. Maintenant, la phase suivante, c'est qu'après avoir délégué aux machines toutes sortes de compétences physiques, on s'est mis à déléguer aussi nos compétences cognitives, nos compétences décisionnelles. Alors, évidemment, l'ordinateur, le smartphone, c'est autant d'exemples de ces machines auxquelles on délègue des aptitudes qui sont des aptitudes intellectuelles. L'avion, hein, on a tendance à oublier que finalement un avion c'est un gros robot et que même quand le pilote garde le pilotage manuel et pas automatique, il est assisté par tellement de robotique et d'informatique qu'on peut parler d'un robot. Et exemple, peut-être qu'on connaît tous assez bien, les voitures. Moi, j'ai dû changer de voiture il y a 3 mois et quand je suis arrivée au volant de ma nouvelle voiture, j'ai eu l'impression, pourtant elle n'était pas vieille, ma voiture, elle avait 8 ans, mais il fallait, j'avais le plaisir à changer les vitesses, à allumer mes phares moi-même. Là, je suis arrivée au volant de cette voiture que j'appelle assez familièrement maintenant ma voiture pour débile, parce que elle fait tout pour moi. Elle me dit même,
pied sur frein et appuyer sur start. Donc au cas, j'ai des jumeaux qui ont 9 ans, je pense que si je les mettais au volant, il n'y a pas de problème, ils peuvent conduire. Je veux dire, il n'y a plus ni le côté manuel de changer les vitesses, ni le côté décisionnel de ne pas allumer ses phares, par exemple. Donc cette robotisation-là, cette délégation-là, elle est omniprésente. Alors maintenant, peut-être, petit jalon, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec l'histoire de l'intelligence artificielle, cela dit. Êtes-vous familier avec l'histoire de l'intelligence artificielle? J'aurais peut-être dû commencer par ça, en fait. Donc, intelligence artificielle, dès les années 50, des ingénieurs commencent à avoir l'idée que le cerveau fonctionne comme un ordinateur et qu'on va pouvoir construire des machines auxquelles on va déléguer le processus de pensée et le processus de décision. Et là, pour dire les choses très rapidement, de mon point de vue, il y a 2 courants qui se sont succédés. Il y a eu d'abord ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle fonctionnaliste, c'est-à-dire que pour les chercheurs des années 50, Alan Turing en particulier, l'idée était qu'une machine devait faire penser qu'elle pensait, mais elle n'avait pas besoin de penser. C'était le résultat qui comptait. C'est-à-dire que si vous aviez devant vous une machine avec laquelle vous interagissiez et dont vous pensiez qu'elle pensait, ça voulait dire que l'intelligence artificielle était réalisée. Et ensuite, à ce paradigme fonctionnaliste, a succédé un autre paradigme qui est le paradigme dans lequel on est encore actuellement, qui est un paradigme qui est connexionniste. Et là, le regard a complètement changé. Les ingénieurs ont dit, ça ne suffit pas que la machine me fasse croire qu'elle pense. Il faut qu'elle pense effectivement. Et donc l'idée du connexionnisme, c'est exactement la même idée qu'on trouve dans les théories scientifiques du fonctionnement de l'esprit et en intelligence artificielle. Les deux avancent toujours en parallèle en se redéfinissant l'une par rapport à l'autre. Et donc maintenant, c'est cette idée du réseau de neurones et d'une intelligence qui émerge à partir d'une bonne connexion entre éléments. Et donc maintenant, les chercheurs en intelligence artificielle n'attendent plus d'une machine juste qu'elle crache des résultats. Et peu importe comment elle le fait, ils s'attendent à ce qu'elle produise ces résultats de la même manière que notre cerveau produit les siens. Qu'est-ce que l'intelligence? Ça aussi, on aurait pu commencer par ça. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant quand on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle dans les laboratoires, c'est que la définition change. Et ça, je pense que c'est un peu rassurant, je dirais. C'est un peu jugement de valeur de ma part, mais je suis un petit peu rassurée quand j'entends que, par exemple, on a pendant longtemps dit que le jour où une machine serait capable de battre un humain aux échecs, on aurait créé l'intelligence artificielle. Ça, on l'a dit jusqu'au jour où Deep Blue a battu Kasparov aux échecs en 96. Et là, on a commencé à dire, non, mais finalement, l'intelligence humaine, c'est plus que ça. Et donc, là où je dis c'est un petit peu rassurant, c'est que l'humain, quand même, arrive à se trouver des spécificités. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi je dis que c'est rassurant, parce que je trouve que, par ailleurs, tous les signes sont là pour nous dire qu'on se considère comme plutôt inférieur aux machines. Donc, alors on a très rapidement vu les robots qui extériorisent la force physique, ceux qui extériorisent la force mentale. Et maintenant, quand même, on arrive à un stade où on a franchi encore un pas qui me semble important, c'est qu'on est en train de déléguer aussi le relationnel aux robots. Et là, je pense que je peux que vous balancer les choses sous forme de questions pour vous inviter à y réfléchir, vu le temps limité à disposition. Mais là, vous avez à gauche le professeur, c'est un professeur japonais dont j'ai oublié le nom, qui a été un des premiers à faire un robot à son image. Et je trouve qu'il est à la fois effrayant et amusant de le voir à côté de son robot. Beaucoup plus récent, vous avez peut-être entendu parler en janvier dernier de ce robot humanoïde féminin, on va dire, qui s'appelle Gigi, ou Judge. Là aussi, décidément, les noms m'échappent aujourd'hui. Peu importe. C'est donc un robot chinois qui a été... dont le concepteur a dit, j'ai lu tout ça dans la presse en janvier, peut-être que vous l'avez vu aussi, donc il disait que ce robot allait être très utile pour occuper des emplois que les jeunes Chinois ne veulent plus occuper. Et ce qui était mis en avant, c'était l'aide aux personnes âgées.
Alors, c'est pour ça que je vous ai mis une autre image dessous, où on a un robot qui est beaucoup moins élaboré et beaucoup moins humanoïde, mais c'est un robot qui s'appelle Zora. Celui-là, vous le connaissez peut-être. Il travaille, entre guillemets, à l'EMS La Diligence à Morges. Et il anime des séances. Là, vous avez une séance de gymnastique animée par le robot. Et il y a toute une série de choses que ce robot prend en charge dans l'EMS. Alors, maintenant, quelque part, voilà les capacités physiques, les capacités mentales, les capacités relationnelles. Après, il faut aussi pousser les raisonnements jusqu'au bout parfois pour essayer de se faire des scénarios de fiction un peu dans sa tête aussi. Parce que là, quand le concepteur dit que ce robot, il va faire tous les petits boulots subalternes que les jeunes Chinois ne veulent pas faire. En même temps, on nous dit que ce robot, il va devenir tellement évolué qu'un jour, il aura une conscience et se pose aussi, alors ça, ce n'est pas des questions que je me pose moi, parce que c'est typiquement des questions quant aux conséquences, mais vous avez tous entendu parler de ces questions, la voiture autonome, si elle tue quelqu'un, qui est responsable, hein? Elle se pose cette question en droit et en éthique de savoir qui serait responsable d'un acte malveillant effectué par un robot ou une machine. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut pousser le raisonnement plus loin et se dire, bon, alors si on commence à parler de responsabilité des robots, on va aussi parler de droit des robots. C'est aussi dans l'air, hein, c'est en train d'arriver en même temps. Alors ça veut dire que cette Jaja, le jour où elle se rendra compte qu'elle est en train de faire les petits boulots que plus personne ne veut faire, elle n'a pas de raison de les faire non plus, finalement. Donc on est en train si on pousse la logique jusqu'au bout, on est en train de créer des esclaves, hein, qui vont faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire, et on leur demande d'être complètement à notre image, mais de rester sous notre contrôle. Là, je trouve si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, je dirais on commence à voir un peu les failles. Et de manière générale, cette idée-là, c'est une idée qui se retrouve beaucoup en robotique bio-inspirée, hein, parce que vous avez toute la première robotique, entre guillemets, qui a été toute cette robotique de programmation, mais maintenant, je vous ai dit, on est à l'ère du connexionnisme. À l'ère du connexionnisme, il y a ce qu'on appelle la robotique bio-inspirée, qui part de l'idée que l'intelligence et la vie pourraient et même devraient apparaître dans une machine à partir d'un certain niveau d'organisation. Donc là, moi, je dis toujours que ça, c'est une sorte de volonté démiurgique qui a été mise en corner. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, quelque part, l'idée de faire un robot à l'image de l'humain, il y a indéniablement une volonté démiurgique là derrière. Maintenant, à un moment, les roboticiens se sont bien rendus compte qu'ils n'y arrivaient pas. Donc c'est là que je dis qu'ils ont dévié en corner. Ils ont commencé à dire, mais la vie et l'intelligence chez l'humain, c'est un processus auto-émergent, et on ne sait pas. On n'a pas la règle, on ne sait pas chez l'humain comment ça apparaît. Donc on va partir de l'idée que si c'est auto-émergent chez l'humain, ça peut arriver aussi chez la machine, si l'organisation est la bonne. Et donc à partir de là, est apparu aussi quelque chose dont on parle moins, qui est la vie artificielle. On a parlé pendant 50 ans seulement d'intelligence artificielle, et après est arrivé un monsieur qui s'appelle Christopher Langton, qui un peu avant la fin du XXe siècle, a dit ça dans une interview, et je trouve cette phrase extrêmement parlante. « Il faut changer la définition que l'on donne de la vie. Rien ne prouve que les chaînes carbonées à la base de la vie, telles que nous les connaissons sur la Terre, soient le seul support possible vital dans l'univers. Artificiel ne veut pas dire faux, il signifie fait par l'homme. La lumière d'une ampoule est artificielle. Il ne s'agira pas moins de vraie lumière. À mon avis, il en va de même pour la vie. Il faudrait cesser de la définir par rapport à un matériau, le carbone par exemple, mais la déterminer en termes de comportement. » Et donc, voilà, cette idée de pouvoir... une casserole pourrait devenir intelligente pour peu que ces atomes soient organisés de manière adéquate. Je caricature à peine. Maintenant, tout ce volet-là de machines qu'on humanise, il conduit des gens comme Kevin Warwick, donc le chercheur anglais dans le laboratoire duquel j'ai passé quelques années à essayer de comprendre pourquoi il veut devenir un cyborg. Il a écrit un livre qui s'appelle « Moi, cyborg » et qui commence par « Je suis né humain par accident ». Son point de vue, c'est ça, c'est l'humain est obsolète,
et c'est là que le lien est évident avec toute cette robotique. Il part de l'idée que nous sommes en train de construire des machines qui vont bientôt nous dépasser dans tous les domaines, et il part de l'idée que donc notre seul futur possible, c'est de fusionner avec elles. Et donc, bon là j'ai pris juste 2 exemples qui relèvent du thérapeutique, un pacemaker et une rétine artificielle. Hein. Donc l'idée de fusionner avec la machine, elle est de toute façon déjà bien acquise dans le champ du thérapeutique. Mais clairement, Kevin Warwick, je vais vous dire juste très très rapidement. Donc en 2002, il a fait ce qui était son expérience Cyborg 2. Il y avait déjà eu une première en 1998. Il s'est fait implanter une puce informatique dans le nerf médian de son avant-bras avec des visées non thérapeutiques. Alors je vous donne 2 exemples d'expériences qui ont été faites quand il avait son implant en place. Sur l'image de gauche, vous le voyez avec son assistant, il a les yeux bandés et il a une casquette sur laquelle il y a des ultrasons, des capteurs à ultrasons. Et donc, il est comme une chauve-souris finalement, il est devenu Batman, là, il a un 6e sens, c'est-à-dire que les 2 capteurs qu'il a sur sa casquette lui envoient des signaux via l'implant qu'il a dans le bras et qui vont directement dans son système nerveux, et donc il sent d'une certaine manière les obstacles, et donc avec un peu d'entraînement, il pouvait se promener dans tous les couloirs sans se cogner nulle part avec les yeux bandés. Et la deuxième image, vous le voyez avec son épouse, avec qui, alors lui, c'était vraiment un implant vraiment fixé dans son nerf médian. À elle, ils ont mis une électrode pour faire le contact, et ils ont, via un ordinateur, ils ont connecté leurs 2 systèmes nerveux, et ils ont échangé des signaux. Comme ça, quand ils arrivaient, je vous passe les détails parce que je vois que le temps passe très très vite, mais tout ça pour vous dire que d'un côté, il a expérimenté ce que les anglo-saxons appellent le brain-to-machine communication, hein, cette idée de pouvoir échanger avec son environnement matériel, avec son environnement technologique directement par le cerveau, en faisant l'économie du corps, parce que pour lui, c'est aussi ça. Hein. Alors, l'exemple qu'il prend tout le temps, c'est qu'il dit, quand on conduit, il y a trop d'accidents qui arrivent parce qu'il nous faut une fraction de seconde entre le moment où on décide de freiner et le moment où on freine effectivement. Alors que si on pouvait avoir le frein directement connecté au cerveau, on freinerait beaucoup plus vite. Donc il y a toute cette idée-là de maîtriser son environnement directement par la pensée. Et dans le deuxième cas, avec son épouse, c'est l'idée d'échanger directement cerveau à cerveau en se passant de la médiation du langage. Maintenant, quand j'étais chez lui en Angleterre, tout le monde disait qu'il était complètement fou. Il avait toujours un peu l'air d'un extraterrestre. Tous les autres ingénieurs disaient, ah oui, non mais, vous allez l'étudier lui, ah oui, il est fou, ça doit être intéressant pour une anthropologue d'avoir un fou. Ou alors ils disaient, vous allez l'étudier lui, non, mais alors là, vous ne verrez pas de la vraie science avec lui. Si vous voulez voir de la vraie science de l'ingénieur, il faut rester chez nous. Mais c'était toujours, on ne mange pas de ce pain-là, nous, avec un discours très tranché entre, d'un côté, des applications thérapeutiques considérées comme bonnes, et de l'autre côté, des applications comme celles que lui vise, considérées comme un peu loufoques. Maintenant, je vois que le temps passe très très vite. Je voulais... Attendez, non. Ne regardez pas tout ça. Voilà. Cette vision de l'humain obsolète, on la retrouve depuis quelque temps aussi dans des rapports politiques. Alors, ça, rapport politique publié en 2002, 500 pages, rapport américain qui émane de l'instance américaine qui donne de l'argent pour la recherche et qui donne les lignes directrices de la recherche des années à venir. Alors très clairement, là, écrit noir sur blanc, c'est du Kevin Warwick appliqué. On nous dit là aussi qu'on a des machines extrêmement développées, mais que les performances de nombreux systèmes militaires sont limitées à cause de l'incapacité du corps humain à supporter de hauts niveaux de température, d'accélération, de vibration ou de pression, ou encore parce que les humains ont besoin de consommer de l'air, de l'eau et de la nourriture. Hein, donc voilà, ça c'est dit.
voilà, le point de départ, c'est on a mis beaucoup d'argent et d'énergie à fabriquer des machines. Maintenant, c'est les performances de l'humain qu'il va falloir augmenter. Et alors, encore plus clair, l'humain est devenu le maillon faible, aussi bien d'un point de vue physique que cognitif. Quand ils parlent de maillon faible, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on vit dans une chaîne dans laquelle on a un humain, une machine, enfin que les humains et les non-humains sont interchangeables, sont des maillons d'une chaîne, et que maintenant, ben voilà, il s'avère que l'humain étant devenu le maillon faible, il va falloir l'augmenter. Alors là aussi, quand ce rapport est sorti, j'étais en Angleterre, moi, et là, on me disait, non, mais ça, c'est les Américains. Nous, en Europe, on ne va pas faire des trucs comme ça. Alors, Kevin Warwick était fou, ça, c'était un truc d'Américain, ça restait toujours, c'est pas nous. Quelques années plus tard, en Angleterre, apparaît ce rapport clairement axé sur la croissance économique, qui fait une liste prospective des technologies sur lesquelles on compte pour booster la croissance économique. Donc, le lien avec l'économie est clair. Et là, on découvre que on nous dit qu'à l'horizon de 2020, on aimerait avoir des ordinateurs manipulés par le biais de puces implantées dans le cerveau des utilisateurs. Aux coïncidences, Kevin Warwick, il a fait Cyborg 1, c'était une puce sous-cutanée, Cyborg 2, c'était cette puce dans son système nerveux périphérique, et l'idée, bien sûr, c'est exactement de mettre ça en application. Et encore plus fort, on nous dit pour 2025 qu'on aimerait des ordinateurs hybrides, mélange de tissus vivants et de technologies. Et là, je reviens au laboratoire de Kevin Warwick, parce que ce qui est intéressant avec lui aussi, c'est que il nous dit, ces machines qu'on est en train de créer vont nous dépasser. Mais lui, il a une partie de son laboratoire dans lequel il travaille et ses expériences cyborg, mais il a une autre partie de son laboratoire dans lequel il fait les robots. Donc, c'est ce qui produit dans la partie de son laboratoire qui fait des robots, qui après lui permet d'avoir un discours justificateur pour pourquoi il veut fusionner avec les machines. Et donc, dans l'autre partie de son laboratoire, il a créé Gordon. Gordon, c'est un petit robot. Alors, vu comme ça, on a l'impression qu'il est beaucoup moins évolué et beaucoup moins élaboré que d'autres robots que je vous ai montrés avant. Mais en réalité, il est on ne peut plus à la pointe, parce que ce que vous voyez là, c'est le corps du robot. Son cerveau est dans une couveuse, parce que c'est un mélange d'électronique et de neurones. Alors en 2008, ils ont fait une première expérience avec Gordon 1 avec des cellules nerveuses de rat. Et donc, ben voilà, la couveuse est nécessaire pour que les cellules vivantes puissent avoir la bonne température et les bons degrés d'humidité. Et en 2011, ils ont récidivé avec des neurones humains cette fois. Donc, tout ça pour dire que ce qui est mis noir sur blanc dans le rapport anglais, finalement, favorise les deux pôles de l'humain machinisé et de la machine humanisée qui sont développés dans son laboratoire. Et donc, juste conclusion pour vous inviter à réfléchir. Vous savez qui c'est, lui ? Terminator, là c'est une photo de Terminator 4. Donc, Terminator au début du film, c'est une machine. Une machine toujours plus élaborée, à laquelle on délègue toujours plus de choses, et à la fin, il a moitié du visage avec de la peau artificielle. Lui, c'est Marcus Wright, personnage du même film, qui, au début du film, est un humain et qui est utilisé par une entreprise qui fabrique des organes de rechange et toutes sortes de pièces de rechange pour l'humain. Et à la fin, il ressemble à ça. Et si vous les mettez côte à côte, moi, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Et je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant dans ce qu'on est en train de vivre là par rapport à la technologie. Enfin, c'est qu'il y a deux niveaux à dissocier. Est-ce qu'on va tous devenir des Marcus Wright ? J'en sais rien. Par contre, ça nous dit quelque chose sur l'imaginaire et la représentation de l'humain, ici et maintenant. Et le fait que ces deux figures se ressemblent comme ça, ben, pour moi, c'est emblématique d'une société dans laquelle, justement, il y a une interchangeabilité entre le vivant et le non-vivant à tous les niveaux. Un robot peut remplacer un humain, un organe artificiel peut remplacer un organe, et là, on descend jusqu'à l'échelle nano. Et maintenant, à l'échelle nano, on nous dit qu'un atome, c'est un atome. Les chercheurs en nanotechnologie, c'est ce qu'ils disent, un atome, c'est un atome. Et là, du coup, on retrouve cette logique qui est que tout dépend de l'organisation qui est faite. Donc voilà, pour conclure, je vous invite à méditer à ces deux figures qui
qui en étant complètement opposés au départ, pour finir, si vous ne saviez pas lequel était une machine au départ, vous pourriez pas le dire, et je pense que tendanciellement, c'est vers ça qu'on va. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Moi, j'ai une question, merci, c'est très intéressant. Mais vous ne parlez pas du tout de la conscience quand même. Ah oui, j'ai oublié. Vous avez raison, j'ai oublié de parler de la... Je voulais parler de la confiance... conscience. Ah, de la conscience, pardon, non, je crois que vous avez... Mais maintenant, j'ai juste un mot sur la confiance. Je pense qu'il faut bien qu'on se rende compte qu'on a perdu confiance en l'humain. Que là, l'étalon de mesure, c'est devenu la machine. Maintenant, la conscience. Ah oui, alors la conscience, c'est tout un programme. Human Brain Project, on est dans le bastion du Human Brain Project, qui, à mon avis, est là aussi la quintessence d'une représentation particulière, parce que ce que je vous raconte là, finalement, ça suppose une mise à plat, une cartographie du corps, pour pouvoir le comprendre et le maîtriser jusque dans ses moindres détails. Et ce qui est fort, et c'est dans le rapport américain aussi, c'est qu'à un moment, ils nous disent « le cerveau, après tout, c'est un organe comme les autres ». Alors, il est un petit peu plus compliqué, on comprendra plus tard, mais on va y arriver. Et ils disent, quand on aura fini de faire la carte du génome, on fera la carte du cognome. Donc, il y a une mise à plat. La conscience, si elle reste immatérielle, elle n'est pas maîtrisable. Donc il y a un tour de force là qui vise à biologiser complètement toutes les fonctions supérieures de l'esprit. Et une fois qu'elles sont biologisées, du coup, elles peuvent entrer dans ce processus de maîtrise. Et le Human Brain Project, pour moi, c'est quelque chose que je trouve fou, parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais l'idée du Human Brain Project, une des idées, c'est de dire, une fois qu'on aura simulé un cerveau dans un ordinateur, donc complètement virtuellement, on va pouvoir apprendre des choses sur des maladies, des pathologies du cerveau. Et là, je vous invite à me suivre. Si vous vous imaginez que mon cerveau, une fois simulé de manière complètement virtuelle, il va fonctionner exactement comme s'il était dans ma tête, c'est que vous partez de l'idée que ça ne change rien, que mon cerveau, il ne se passe rien de plus dans mon cerveau quand il est dans ma tête et en lien avec mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une représentation de l'humain particulière qu'on retrouve aussi, j'ai entendu récemment que les gens qui se font cryogénéiser, donc qui se font congeler en vue de se faire guérir dans quelques milliers d'années quand la science aura progressé, j'ai entendu que maintenant il y a des gens qui se font congeler que la tête. Parce qu'ils partent de l'idée que si le contenu de leur cerveau est préservé, après on pourra les remettre dans un autre corps ou alors dans un ordinateur virtuellement. Et moi je me dis, finalement ils ont une représentation de l'humain qui n'est pas la mienne, parce que pour moi, et là je prends position pour moi, mon cerveau il est dans ma tête, il est dans mon corps, il y a des liens corps-esprit et tout. Mais je me dis, alors dans 3000 ans, quand on réveillera une de ces têtes, et puis si cette représentation-là qu'ils ont est entre guillemets juste, quelque part, tant mieux pour eux, ils suivront leur vie dans un ordinateur. Mais vous imaginez, tout à coup, ils se réveillent et ils se rendent compte que merde, le corps était important, je l'ai fait incinérer il y a 3000 ans, et puis finalement il était important. Enfin, il y a une représentation de l'humain qu'il faut interroger là derrière. Je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que vous vouliez dire. Voilà, c'est ça, moi. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait prendre au sérieux la science-fiction, tu l'as dit. Qu'est-ce qui est fait pour gérer, maîtriser, ou avoir une idée où est la limite finalement? Ce qui est fait, c'est la plupart du temps des réflexions éthiques qui, de mon point de vue, arrivent comme la grêle après la vendange. Parce qu'on se préoccupe de quelque chose une fois qu'un problème est survenu ou alors qu'on le voit venir. Et de manière générale, le problème... Parce que finalement, ceux qui ont moins de limites et plus d'argent pour ça, ça reste les militaires. Ça reste pas le gars qui fait mon aspirateur.
Ouais, oui et non, parce que maintenant que Google a lancé son entreprise Calico, qui veut tuer la mort, et que tous les grands réseaux technologies de l'information injectent beaucoup d'argent dans des technologies de ce type-là, je pense qu'effectivement, comment l'aspirateur, c'est que la toute petite pointe de l'iceberg. Ouais, tout à fait. Ouais. De toute façon, c'est la course à l'armement, parce que si on n'arrive pas à lutter contre le réchauffement climatique, il est illusoire de croire qu'on va collectivement pouvoir encadrer ça. Enfin, Non. Moi, j'ai vécu 12 ans en Chine, les Chinois, ils vont y aller, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, il y a clairement un mouvement qui est en route. Et pour moi, ce qui est problématique, c'est que c'est un mouvement dont je vois des émanations partout. Parce que là, je vous dis, bon, bah, les rapports politiques, clairement, quand un rapport politique de la National Science Foundation dit, dans les 10 ans à venir, voilà les directions dans lesquelles on va donner de l'argent, bah, même celui qui, dans son labo, jusqu'ici, n'avait pas pensé à augmenter les performances de l'humain, bah, il va forcément s'y mettre, parce qu'il sait qu'il y a des fonds. Puis en même temps, quand je dis ça comme ça fait un peu le complot d'en haut. Non, je pense qu'on est tous partie prenante. Et que, alors là, c'est toutes les choses que je ne vous ai pas montrées. Du coup, vous voyez, vous me donnez l'occasion de... la médecine anti-âge. La médecine anti-âge, on a un système médical maintenant qui prend en charge des personnes en bonne santé. Médecine préventive, médecine prédictive. Alors on pourrait encore argumenter que médecine prédictive et préventive, vous êtes à risque. Mais là, vous êtes à risque de quoi? Vous êtes à risque de vieillir et mourir, et c'est un petit peu le cas de tout le monde. Donc, on est dans un système collectivement dans lequel on met la barre toujours plus haut, on tire toujours plus sur la corde. Il y a une quête d'immortalité, que ce soit le robot ou la figure du robot, de l'humain qu'on machinise ou celui de la machine qu'on humanise. On est dans une quête d'immortalité. Et je vous dis encore quelque chose, du coup, j'ai pas eu le temps de dire, mais c'est parce que vous parlez de l'armée. Ça, c'était en 2012, la DARPA, parce qu'effectivement, la DARPA, l'agence américaine, agence militaire américaine, ils ont beaucoup d'argent à injecter dans des technologies. Et là, en 2002, ils ont commencé leur histoire de lentille de contact pour améliorer la vue, et maintenant, ils en sont à la lentille qui zoome. Parce que leur idée, c'est de dire, le pilote de chasse, s'il a une vue normale, juste normale, ça suffit pas, parce qu'il doit être capable de bien voir de près ses instruments de bord, et en même temps, il doit être capable de zoomer au sol pour voir net au sol aussi. Et moi, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que je pense qu'on est dans une société qui construit des maladies maintenant. C'est pour ça que je prends volontiers le guide de survie pour myopes, parce que je me dis, moi, je suis persuadée qu'il y a eu une époque de l'histoire durant laquelle, que vous soyez myope ou pas, vous étiez considéré comme normal. Il y avait des gens qui voyaient mieux que d'autres, probablement, mais vous n'aviez pas une étiquette handicap parce que vous étiez myope. Maintenant, moi j'ai des lentilles, je suis sûre que si je ne les avais pas, je vous regarderais comme ça, pendant 2 minutes ça vous ferait rire, puis après vous direz mais pourquoi elle ne se met pas des lunettes ou des lentilles? Enfin parce que c'est évident, il y a une solution technique, c'est évident pour tout le monde qu'il faut l'utiliser. Et donc moi, mon pari, c'est de me dire que le jour où ce type de technologies-là seront bien développées, ça veut dire que moi, avec ma vue corrigée par mes lentilles, on me considérera comme handicapé si je ne prends pas les lentilles qui zooment, parce qu'elles seront disponibles. Et ça, je crois que ce mouvement, on voit bien qu'il est à l'œuvre avec toutes sortes de technologies auxquelles on s'habitue. Il y a des choses qui nous choquent quand on entend parler la première fois, puis après on s'y habitue, puis après ça devient nécessaire. Ça, c'est l'exemple le plus typique. Jusqu'à maintenant, on a l'impression que tous les efforts de type Human Brain Project sont là pour améliorer la longévité de l'être humain, ses performances, et diminuer sa gêne par rapport aux tâches répétitives. Tout ça, c'est évidemment le court terme, c'est au niveau de notre génération, tout au plus d'une génération. Est-ce que vous avez une connaissance d'utilisation ou de mise au point d'intelligence artificielle pour le siècle prochain?
c'est-à-dire pour la recherche des solutions de survie de l'humanité. Par exemple, la solution des problèmes de faim dans le monde, la solution d'agriculture qui permet de nourrir 15 milliards d'habitants sur Terre, en fait, les vrais problèmes, non pas de maintenant, mais de nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ben, non, parce que, enfin, j'ai envie de répondre deux choses. La première, c'est que, de toute façon, même si ça n'a pas été fait, ça va se faire, parce qu'on est dans une société qui pense qu'il y a de toute façon une solution technique pour tout. Donc on va, mais je suis pas sûre que ça soit la bonne solution, en l'occurrence. Et du coup, j'ai perdu la deuxième chose que je voulais dire. C'est ça, j'ai commencé par la chose qui me semblait la moins importante, et du coup, j'ai perdu celle qui me semblait plus importante. Ben, je sais plus. Est-ce qu'il y a du financement pour ce genre de projet? Maintenant, on se rend compte que tout est financé pour la performance de l'homme. On ne pas, on est de plus en plus puissant. Les militaires, ce sont des robots, nous, on sera protégés. Mais pour le reste, dans le développement, etc., il n'y a pas beaucoup de financement, il y a beaucoup de promesses. Et du coup, l'homme en lui-même, très loin de ce que j'entends, parce que ouais, elle disparaît. En fait. Ah bah oui, moi je pense que... Ouais. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on serait la première espèce à avoir programmé sa disparition. Mais j'arrive plus à retrouver ce que je voulais vous dire, je suis désolée. Si ça me revient plus tard, je vous le dirai. Non, très basiquement, ils ont échangé des impulsions électriques. C'est-à-dire que quand lui fermait la main, il y avait l'ordinateur captait l'impulsion nerveuse qui était celle qui ordonnait à la main de se fermer. Et ça passait par l'ordinateur et c'était transmis à sa femme comme une impulsion nerveuse. Donc en gros, c'était très basique parce que ça veut dire qu'ils étaient chacun d'un côté, puis lui, il fermait 3 fois la main, donc il y avait 3 impulsions qui partaient, puis elle disait 3, puis du coup, tout le monde applaudissait parce que c'était super, ils avaient échangé. Maintenant, lui, il a dit, c'est un premier pas vers la communication par la pensée. Ce qui, de mon point de vue, est une conclusion on ne peut plus hâtive, je veux dire, mais c'est comme ça que ça a été médiatisé. Ça aussi, c'est problématique au niveau des promesses technologiques. Je veux dire, ils ont basiquement échangé des signaux électriques et ma définition de la communication, c'est que tant qu'on n'a pas donné un sens à ces signaux, on ne peut pas dire qu'on communique, on peut juste dire qu'on échange. Sauf que lui, à grands effets de manche, il disait, voilà, on a fait de la communication par la pensée, mais ce n'était pas vrai du tout. Dans ce cas-là, il aurait quand même pu donner des données à un partenaire de cartes pour gagner la partie, par exemple. Ouais. Ouais. C'est basique, mais ouais. ça peut rapporter gros. Au niveau là, vous avez dit à un moment donné, le Human Brain Project prévoit de disséquer le cerveau, son fonctionnement, etc. Mais donc il n'y a plus aucune pensée dans tous les mouvements religieux, c'est l'association du corps et de l'esprit, que c'est une réalité qui est supplémentaire. Donc le train aujourd'hui, c'est celui-là, de toute façon, on est comme mécanique. On revient à ce que Kepler, etc., de toute façon, le monde, c'est les planètes, c'est le monde, c'est tout est mécanique, tout est expliqué. Ouais. Oui, et justement, et l'humain est entré, après avoir interprété tout son environnement de cette manière-là, il est devenu lui-même l'objet de ce processus de compréhension et de maîtrise du monde, quoi. Et du coup, c'est pour se rendre compte qu'il est obsolète. Ouais. C'est vrai que le train, on ne peut pas vieillir, on ne peut pas être plus faible, on veut une retraite à 67 ans, mais déjà plus de boulot à 60 ans. Enfin, il y a des trucs qui sont paradoxaux quand même, ce qu'on voit dans ce qu'on est en train de rechercher. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ouf. Non, vous avez entendu parler du sommet mondial sur la société de l'information qui a eu lieu en 2003 à Genève, 2005 à Tunis. Magnifique, un moment jubilatoire d'analyse, de discours, parce que ce que vous dites là, moi j'ai entendu plein de gens pendant cet événement où c'était censé être des gens qui réfléchissaient qui étaient là, mais le but c'est de connecter tout le monde à Internet. On est dans une perspective évolutionniste et il y a même des discours qui disent nous, la phase industrielle, elle a eu des effets secondaires pas forcément très chouettes. Alors c'est génial parce que tous les pays du Sud, on va leur éviter toute la phase d'industrialisation et puis on va les faire passer directement dans cette société qu'on appelle soit post-industrielle, soit du savoir. Et il y a vraiment cette idée que d'être connecté à Internet,
Ça va tout résoudre. Et moi, une fois, j'en aurais pleuré. J'avais fait 12 heures de cours à l'Université de Genève pour des travailleurs, un master en travail humanitaire. Et il y avait beaucoup de représentants d'associations humanitaires africaines qui étaient là pour cette formation. Et moi, justement, pendant 12 heures, je leur ai décortiqué tout ça. Puis justement, enfin, je disais, je sais pas, l'eau courante et l'eau potable, ça pourrait sembler être à installer avant Internet, quoi, en gros. J'ai déconstruit ça, et à la fin, il y en a un qui m'a dit, ouais, c'était intéressant tout ce que vous avez dit, mais moi, je sais pas, vous m'avez pas dit comment sauver mon village avec Internet. Et là, voilà, j'ai les bras qui m'en sont tombés, parce que il me semblait que justement, tout mon propos, c'était de dire qu'il y avait peut-être d'autres priorités avant, mais lui, il était complètement dans cette idée que, une fois qu'il y aura Internet, mais tout le reste, d'un claquement de doigts, c'est par magie, tout le reste. Il y a une pensée magique derrière cette digitalisation de la société. Mais on va bien se la prendre dans la figure un jour ou l'autre, je ne sais pas. J'ai un peu l'impression que finalement ce que vous dites là aujourd'hui, on pourrait se reporter 100 ans en arrière, on serait assis ici, et puis vous pourriez tenir à peu près les mêmes propos, peut-être sur un sujet légèrement différent, mais simplement parce que ce qui arrive maintenant devant nous, je crois que 99% des gens ne comprennent pas réellement. Et puis, une deuxième chose, c'est que jusqu'à aujourd'hui, jamais personne n'a pu prédire l'avenir. Ou alors c'était juste un hasard. Mais chaque fois qu'on a voulu prédire l'avenir, on s'est trompé. Systématiquement. Depuis 2000 ans, on se trompe systématiquement pour prédire l'avenir. Et pas prédire dans 100 ans, mais vraiment le prédire pour les 10 prochaines années. Il y a encore 20 ou 30 ans en arrière, personne n'imaginait qu'on aurait un ordinateur dans la poche, un petit téléphone. Donc, je crois que d'une part, ça nous fait peur, c'est plus facile de regarder en arrière ce qui s'est passé que de regarder dans le futur. Mais j'avais l'impression que cette peur qu'on a aujourd'hui, finalement, on l'a toujours eue. Bon, à chaque grande innovation, l'électricité, le chemin de fer, il y a toujours eu, ça a toujours été accompagné et de promesses et de grosses craintes. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des facteurs un peu différents. D'abord, il y a l'accélération. On est dans une phase où la technologie est en train de se développer beaucoup plus. Enfin, le rythme biologique est plus adapté au rythme technologique qu'on a. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'il faudrait prendre en compte aussi. Mais oui, sur le fond, oui, il y a toujours eu des discours craintifs, et on est toujours là, vous me direz. Mais en même temps, pour moi, c'est important aussi de faire des scénarios pessimistes, parce que justement les Kevin Warwick ou tous ceux qui sont implantés vraiment dans ces technologies-là, ils accompagnent toujours leur production de discours euphoriques. Enfin, je veux dire, pour Kevin Warwick, c'est The future is bright. Enfin, c'est évident qu'on va tous vers le meilleur en fusionnant avec les machines. Et moi, je me dis, il n'en sait rien. Il n'en sait pas. Enfin, peut-être qu'on va vers du mieux. Mais on ne peut pas l'affirmer comme ça parce que ce n'est pas inscrit dans le... Enfin, il n'y a pas un script écrit qui nous dit qu'on va vers le mieux. Donc je pense qu'il faut qu'on évalue un peu tous les scénarios qui peuvent se produire. Mais comme vous disiez, il y a un mouvement qui est pris maintenant, et puis moi je ne suis pas très optimiste. Si je peux me permettre, ce qui me semble effrayant, c'est que c'est pas tant qu'ils trouvent que c'est merveilleux pour tout le monde, ce garçon. C'est qu'à partir du moment où ce genre de technologie se répand, on ne va plus pouvoir les refuser. Parce que si on les refuse, on va être sous-performant par rapport à une norme. Ouais. C'est mon histoire de myopie, c'est un peu ça. C'est qu'on crée... Paradoxalement, ces technologies, elles sont vendues et promues avec un imaginaire d'égalisation, que ce soit les technologies de l'information, justement avec Internet, ou que ce soit dans le champ de la médecine ou du handicap. Et paradoxalement, celui ou celle qui par choix ou par nécessité ou par une erreur de tri génétique ne profitera pas de ces techniques-là, du coup il va être encore plus stigmatisé et exclu. Et puis on peut regarder à différents niveaux, parce que déjà la société, on est en train de penser des individus toujours plus performants, on n'est pas du tout en train de penser la société dans laquelle ils vont vivre ensemble. Alors déjà, très concrètement, la retraite, très concrètement, demain et après-demain. Enfin, je veux dire, on est dans une société qui est déjà une société à deux vitesses. Ça ne va pas aller en s'arrangeant avec ces technologies-là. Et puis après, effectivement, moi, comme anthropologue, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire, puis fondamentalement, comme espèce, vers quoi est-ce qu'on va, quoi ? On est tellement convaincus qu'on est imparfait, qu'on est en train de s'auto-saboter. Finalement, on ne va pas aller vers mieux, c'est impossible.
finalement, l'humain va rester toujours l'humain. Et puis, je crois qu'il y a une chose qui est importante, et si on n'a jamais pu prédire, enfin, je pense qu'on s'est toujours trompé dans l'avenir qu'on a prédit, c'est parce qu'on s'est toujours référé aux technologies. Finalement, l'humain reste toujours au centre de ça. C'est-à-dire que l'humain, il va toujours rester un animal qui va chercher finalement à sa survie et à son plaisir. Et l'humain va toujours rester au centre de ces technologies. Et si la technologie n'est pas là sur le principe du human first, j'entends, elle n'a aucune chance de réussir. Donc l'humain va toujours rester. Vous êtes optimiste, je trouve. Ça a toujours été ça, dire qu'il faut le meilleur ou pour le pire, le meilleur ou pour le pire. C'est pour ça que je pense que ça ne va pas aller vers le mieux, mais ça va pas vers le pire, parce que l'humain va continuer comme il continue depuis 20 000 ans sur la même voie. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous dites, il y a la médecine à deux vitesses, etc. La technologie à deux vitesses. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger, des gens qui peuvent manger. Je ne pense pas que c'est ça qui va régler. Moi, je serais moins optimiste que vous, parce qu'on a quand même très concrètement commencé à se modifier. Je veux dire, ne serait-ce que la génétique, alors on parle aussi beaucoup d'épigénétique maintenant, mais il reste quand même qu'il y a un discours extrêmement dominant autour de la génétique, et il y a un eugénisme énorme qui est en train de se profiler. Alors, l'individu, je ne sais pas, mais la société dans laquelle on va vivre, moi je trouve qu'elle est... ça fait pas envie. Je veux dire, si vous regardez maintenant, je parle d'eugénisme, c'est pour ça que je pense à ça, la trisomie 21. Je veux dire, il y a de moins en moins d'enfants trisomiques. Donc, résultat, c'est toujours plus difficile pour les parents qui ont un enfant trisomique que d'assumer cet enfant, parce qu'il n'y a rien dans la société qui est fait pour. Maintenant, on a passé du test prénatal au test préimplantatoire. Non, je vous donne encore un exemple très rapide. Et puis après, je me tais. Angelina Jolie. Vous avez tous entendu parler de la double mastectomie d'Angelina Jolie, qui donc s'est fait amputer les deux seins suite à un test de médecine prédictive qui laissait entendre qu'elle avait un fort risque de cancer du sein. Et elle a fait des tests parce que sa mère et sa tante sont décédées du cancer du sein. Si Angelina Jolie avait été la sœur de sa mère et de sa tante, elle aurait dû prendre le risque. Voilà, il n'y avait pas de médecine prédictive, elle aurait pris le risque, elle serait peut-être morte, peut-être pas, on ne sait pas. Elle vit ici et maintenant, donc il y a la médecine prédictive, donc elle fait ce test et hop, elle bénéficie de tout ça. Alors, médecine à deux vitesses, déjà là, on y est à fond, je veux dire, le chirurgien de Beverly Hills qui lui a refait les seins plus beaux qu'avant, il n'est peut-être pas accessible à Madame Tout-le-Monde, mais il n'empêche que les demandes de tests prédictifs, après qu'on a parlé de cette histoire, dans le centre de cancer en Angleterre, ça a augmenté, ça a quintuplé. Il y a eu tout à coup plein de demandes. Alors là, elle a donné un exemple que tout le monde ne peut pas se permettre de suivre. Déjà, c'est un premier problème. Mais après, moi, ce qui me semble encore plus grave, si Angelina Jolie n'avait pas vécu à cette génération, mais à la suivante, elle ne serait peut-être pas née, Angelina Jolie, parce qu'un embryon... si vous dites à un couple, voilà, 5 embryons qui vont donner des petites filles, celle-là, elle a 80% de chance d'avoir un risque, d'avoir un cancer du sein, c'est pas cet embryon-là qui va être réimplanté. Donc, je sais pas, les messieurs aiment toujours beaucoup Angelina Jolie, dites-vous qu'une génération plus tard, elle serait peut-être pas là. Et si on généralise tout ça à tout ce qui potentiellement, parce que là on parle de cancer, mais après on introduit toujours plus de choses dans l'acceptable, l'inacceptable. Je veux dire, aux États-Unis, il y a plein de gens qui choisissent le sexe de leur enfant. Alors là, je vais finir avec une provocation. J'ai envie de dire, à quand le retour de la race aryenne aux yeux bleus, quoi. J'ai l'impression on se rend pas compte qu'on est en train de reproduire à fond ce mélange de... Voilà, je vais peut-être vous livrer